Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Analyse des concentrations de contraintes dans un modèle élément fini, organisé par Technique de l'ingénieur en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par Romain Duval, responsable de prestation de calcul de structure par élément fini au CETIM. Le webinaire durera 1h30, il y aura 1 heure de présentation suivie de 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Merci. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler d'analyse de concentration de contraintes dans des modèles éléments finis. Donc c'est une présentation qui s'adresse à des personnes donc, qui d'une part peuvent faire des calculs éléments finis et se retrouvent avec des analyses à faire sur des concentrations de contraintes qui sont pas toujours évidentes à, à analyser, à expliquer, et d'autre part, pour des personnes qui éventuellement pourraient avoir à analyser des notes de calcul qui sont faites par d'autres personnes avec aussi des concentrations de contraintes, des zones plus rouges, plus critiques dans des modèles aimants finis qu'on peut parfois qui peuvent rendre les conclusions d'une analyse élément fini un petit peu difficiles. Donc, je vais essayer de démystifier un petit peu tout ça pendant 1 heure. Voilà, donc je débute. Je vais couper la caméra pendant la présentation. Voilà. Donc, je commence par me présenter. Donc, Romain Duval, je suis ingénieur en calcul de structure au CETIM depuis 13 ans maintenant. Donc, au sein du pôle simulation, donc le pôle sim du CETIM, qui est un pôle qui fait des calculs de simulation de structure, calcul d'écoulement de fluide également. Donc c'est un pôle assez généraliste. On fait beaucoup de dimensionnement. Donc dimensionnement sur par exemple des équipements de levage, des équipements sous pression, mais aussi des choses un peu plus générales et parfois qui sortent de l'ordinaire. Donc quand je suis arrivé au CETIM, j'ai participé à la création d'un modèle aimant fini sur la Tour Eiffel. Bon, voilà. Sinon, j'ai pu avoir à calculer des pompes, des moteurs, des arbres, toutes sortes de structures. Voilà, donc on est généraliste, donc on calcule des structures qui ont des comportements linéaires, non linéaires, statiques, dynamiques, donc on fait un petit peu de tout. Depuis maintenant quelques années, on se développe aussi sur tout ce qui est simulation multiphysique, donc pour prendre en compte l'ensemble des phénomènes, donc le thermique, le fluidique et les couplages qui interviennent entre toutes ces physiques. Donc en termes de simulation au CETIM, il y a donc le pôle simulation, mais il y a aussi de la simulation dans chacun des pôles métiers. Donc voilà, les équipes, par exemple, qui travaillent sur les matériaux composites vont avoir des personnes qui font de la simulation sur les matériaux composites. Ceux qui travaillent sur les assemblages vont aussi avoir des personnes qui font de la simulation dessus. Donc voilà, la simulation au CETIM est répandue dans à peu près tous les métiers. Donc en ce qui me concerne, je suis responsable pédagogique de la formation EF01, donc qui est une formation où on introduit à la pratique du calcul de structure par élément fini. Au sein de cette formation, je parle justement des concentrations de contraintes et donc c'est un sujet qui généralement intéresse beaucoup et donc on a décidé d'en faire une web découverte là pour traiter spécifiquement de ces questions-là. Donc dans un premier temps, avant de vous parler de concentration de contraintes, je vais parler un peu de la méthode des éléments finis.
brièvement en introduction. Donc c'est une méthode qui date des années 60. Donc au début, c'était une discipline qui s'adressait à des personnes qui avaient des compétences en mathématiques, en mécanique, en analyse numérique, qui était donc réservée à des spécialistes. Pendant assez longtemps, on va dire que ces calculs-là ont été faits par des personnes dont c'était le métier, on va dire, comme nous aujourd'hui au sein du pôle SIM. Ensuite, donc déjà, ça demandait des compétences spécifiques, mais ça demandait aussi du matériel assez imposant. Donc la puissance de calcul avec les années, la puissance de calcul des machines a augmenté. Les outils aussi numériques à disposition se sont multipliés et notamment avec la diffusion de la CAO, il y a une diffusion aussi d'outils éléments finis dans ces outils CAO, donc qui a fait que le calcul élément fini est rentré dans les bureaux d'études. Et donc aujourd'hui, on a toujours plutôt deux catégories d'utilisateurs qui sont des personnes qui font du calcul élément fini sur des logiciels de CAO, par exemple, pour faire du prédimensionnement, pour appuyer leur conception, et des personnes qui sont spécialistes en calcul élément fini, dont on va dire dont c'est le métier et qui font vraiment, on va dire, qui se concentrent sur l'analyse éléments finis. Donc les outils qui sont utilisés sont pas forcément les mêmes. Donc pour le côté bureau d'études, ça sera plutôt des outils qui sont greffés aux outils de CAO, donc des modules de calcul éléments finis à l'intérieur des outils de CAO. Pour le côté plutôt spécialiste, on va dire, ça sera des outils donc comme ANSYS, Abacus, Nastran et j'en passe, qui sont faits spécifiquement pour faire du calcul de structure par élément fini. Donc les usages possibles de la méthode des éléments finis, donc ça peut être au niveau d'une étude de faisabilité pour vérifier la pertinence d'une solution. Donc c'est lié au prédimensionnement. Donc quand on fait notre conception, on peut s'appuyer sur un outil de calcul éléments finis pour valider des épaisseurs, par exemple, des formes, des choses comme ça. Ensuite, donc ça, c'est si on est dans l'optique d'une conception, c'est plutôt au début. Puis, une fois que la géométrie est décidée, que la conception est bien avancée, on va avoir besoin parfois de valider par simulation. Donc la validation, elle peut se faire par des essais, mais parfois c'est pas toujours possible de faire des essais, soit parce que il faudrait faire des essais destructifs, ou alors simplement que reproduire certains chargements comme le séisme sur des structures très imposantes, c'est pas forcément possible de faire ce type d'essai. Donc la validation par simulation parfois est un passage obligatoire, et parfois c'est une solution alternative à une validation par essai. Donc les essais, ils peuvent être en tout cas en parallèle des calculs éléments finis. Donc pour faire on peut faire des recalages des simulations sur les essais pour arriver à avoir des simulations qui sont validées, dans lesquelles on peut avoir une confiance et sur lesquelles on peut s'appuyer pour éventuellement aller plus loin en allant essayer de changer reprendre ce modèle élément fini pour par exemple changer des épaisseurs, changer des formes, etc., mais sur un modèle qui a été confirmé par des résultats expérimentaux. Donc parfois, selon la physique qu'on cherche à représenter,
il est compliqué d'arriver à valider un modèle élément fini sans passer par des essais. On peut également utiliser les modèles éléments finis pour analyser donc des situations qui n'auraient pas été forcément prévues lors de la conception. Donc parfois on a des études, on vient nous voir avec des solutions, des structures qui sont existantes et avec des évolutions qu'on voudrait faire, par exemple augmenter le niveau de charge et vérifier que la structure va toujours résister, bien qu'elle n'ait pas forcément été dimensionnée à la base pour ce niveau de chargement. Donc c'est parfois un passage obligatoire dans ces cas-là. Et ensuite, un point qu'on fait de plus en plus, notamment nous au sein de l'équipe SIM, c'est l'évaluation de la durée de vie résiduelle. Donc savoir évaluer la durée de vie résiduelle des structures. Donc voilà, c'était un point rapide sur la méthode des éléments finis. Je vais vous présenter donc un cas sur lequel qui va nous servir de fil rouge. Donc dans un premier temps, je vous présente les grandeurs. Donc c'est une barre, on va dire, un axe avec une variation de diamètre. Donc on vais utiliser le pointeur ici. Donc en partie basse, on a un diamètre grand D. En partie haute, on a un diamètre petit d avec une variation de diamètre et un rayon ici petit r. Donc c'est un axe qu'on vient bloquer en partie basse et on vient tirer dessus en partie haute avec une charge de 314 newtons ici. Donc c'est une géométrie axis symétrique, circulaire. Voilà, donc ce qu'on va venir étudier sur ce système-là, c'est les déplacements, les réactions et les contraintes. Voilà, donc première chose qu'on va venir regarder, ce sont donc les réactions et les déplacements. Donc quand on fait un modèle élément fini, la première chose qu'on calcule, ce sont des déplacements et des réactions, des forces. Donc ce qu'on recommande dans la formation, c'est déjà de commencer par analyser ces grandeurs-là. Vous avez appliqué une charge de 314 newtons en partie haute. On doit retrouver cette charge de 314 newtons dans nos réactions. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a les déplacements. Donc les déplacements, généralement, c'est quelque chose qu'on peut percevoir, qu'on peut anticiper parce que vous avez créé le modèle, vous savez ce que vous voulez calculer, vous avez bloqué en partie basse, vous tirez en partie haute, vous attendez à avoir une traction de votre barre avec une extension. Donc là, on a parlé de 1 micromètre, mais c'est plutôt pour donner un ordre de grandeur. En fait, ce déplacement va dépendre de la longueur de l'élément sur lequel on tire. C'est un point ici qui est très important parce que généralement, quand vous avez créé votre modèle, que vous l'avez bloqué, ou alors si vous êtes en train d'étudier une note de calcul qui a été faite par quelqu'un d'autre, en connaissant les hypothèses de blocage et les hypothèses de chargement, normalement, vous devez avoir une idée de la façon dont ça va se déformer. Donc là, par exemple, c'est pas une surprise que ça vienne se déplacer verticalement, puisqu'on a une traction d'une barre. Si je vois ici, par exemple, un déplacement latéral ou voilà, une flexion, quelque chose comme ça, je peux tout de suite me dire qu'il y a un problème dans ma simulation. Donc ça, c'est assez important.
première chose à faire lorsqu'on analyse les résultats, c'est de regarder les déplacements. Pourquoi? Parce que, donc ça on en parle beaucoup dans la formation, les contraintes sont calculées à partir des déformations, les déformations sont calculées à partir des déplacements. Donc si vos déplacements sont faux, les contraintes seront fausses. Donc ici, par exemple, dans le cas qu'on va étudier, on a une contrainte moyenne sur la section de 1 mégapascal. Donc on arrive sur la partie analyse des contraintes et donc je le rappelle encore une fois, les contraintes sont calculées à partir des déplacements. Donc il faut à ce stade avoir validé avant que les déplacements et que votre modèle est correctement réalisé. Si vous commencez à analyser les contraintes, vous risquez de ne plus avoir de moyens de distinguer que votre modèle est faux, puisque les contraintes sont beaucoup plus difficiles à percevoir, à analyser quand on regarde une cartographie de contraintes. On peut vite se retrouver avec des concentrations de contraintes, des choses comme ça qui font que ça nous perturbe un peu la vision globale de comment se comporte la pièce et donc ne pas partir sur une analyse de contraintes tant qu'on n'a pas validé les déplacements. Donc j'arrive sur les contraintes. Ici, donc je présente les données. Donc le petit diamètre est égal à 20 mm, le grand diamètre à 40 et puis le rayon de raccordement de 2 mm. Donc connaissant ça à partir de la surface du petit diamètre, je peux calculer la section de la barre en partie haute. Donc pi d2 sur 4, donc ça c'est la section, je connais ma charge, ma force axiale qui est de 314 newtons, et donc je calcule ici une contrainte moyenne de traction qui est de 1 mégapascal. Donc connaissant cette contrainte de 1 mégapascal que j'ai mis sur ma barre, la question est quelle va être la contrainte dans le rayon de raccordement. Donc pour cela, on va faire un modèle élément fini. Donc je vous présente d'abord ce modèle qui est un modèle axisymétrique. Donc axisymétrique veut dire que on ne représente qu'une section plane. Donc vous voyez sur la droite ici qui est émaillée avec des éléments quadrangles et triangles. Donc l'hypothèse d'axisymétrie qu'on va choisir dans le modèle va nous permettre de ne modéliser que cette zone et ça va se comporter comme une pièce de révolution autour de l'axe vertical. Voilà. Donc j'ai un blocage fixe en partie basse et puis en partie haute, j'ai une pression vers le haut, une pression sortante de 1 mégapascal. Il y a un point assez important ici, c'est qu'on parle de modèle élément fini. Donc, c'est un modèle ou une modélisation, c'est une représentation, pardon, c'est une représentation du réel. Donc, c'est une réalité quelque part, mais ce n'est pas la réalité. Je cherche à représenter un phénomène ici, et donc je modélise ma structure d'une certaine façon. Et là, vous voyez que, par exemple, je n'ai pas représenté le rayon. Donc, on va voir ce que ça nous donne comme résultat. Donc, le premier modèle, c'est un calcul sans le rayon. Donc, la taille globale que j'ai utilisée sur mon maillage sur la gauche est d'environ 3 mm. Et donc, on voit que j'obtiens une contrainte maximale de 1,6 mégapascal. Ensuite, j'ai fait un autre modèle qu'on voit sur la droite avec une taille de maille globale de 1 mm, donc 3 fois plus petite, mais surtout très localement au niveau de l'angle droit. Je suis venu mailler très, très finement avec des mailles inférieures à 0,04 mm. Donc, on a là sur la vue
sur la vue qui est toute bleue. Ici, on n'a pas représenté le maillage parce que ça ferait vraiment un quadrillage noir très, très dense au niveau de l'angle droit. Donc, on a d'autres vues à côté. Et en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'il y a une densité de maillage très, très importante dans cette zone-là. Et donc là, on se retrouve avec deux cartographies. Et vous voyez que sur le calcul où j'ai un maillage très, très fin, j'arrive à 13 mégapascales. Donc, j'ai un maillage qui me donne 1,6 mégapascal et un autre qui me donne 13 mégapascal. Donc là, la question à se poser, c'est quel est le maillage qui est le plus près de la réalité? Est-ce que c'est le maillage 1? Est-ce que c'est le maillage 2? Est-ce qu'ils sont équivalents? Alors, la réponse, en fait, elle est dans l'échelle de contrainte. Sur la vue précédente, on avait une échelle qui était entre 0 et 13 mégapascales sur la vue de droite. Mais si je fixe la même cartographie, et donc par exemple que je dis que tout ce qui est au-delà de 1,4 mégapascal, ça va être en rouge. Et donc je fixe l'échelle de ma légende telle que ça soit la même chose sur une représentation et sur l'autre, on voit que dans ma vue de gauche et dans ma vue de droite, là j'ai deux maillages qui sont totalement différents. Et finalement, quand je choisis la même échelle, j'ai quand même une cartographie globalement qui est assez similaire. On voit que sur ma vue à gauche, j'ai un problème de résultat au niveau de mon angle droit parce que j'ai des sauts de contrainte. On reviendra dessus plus tard. Mais globalement, la cartographie, elle est quand même très similaire. Donc finalement, on aurait pu penser que les deux résultats étaient différents. Et à ce stade-là, quelqu'un qui n'est pas forcément très habitué à ce type de résultat pourrait se dire, mais finalement, quand je change mon maillage, je change le résultat. Et là, quand on regarde cette cartographie, on se rend compte que on change localement le résultat, mais globalement, on a quand même un résultat qui est très similaire pour ces deux maillages. Voilà. Autre point à ajouter, si je fais une coupe et que je cherche la contrainte moyenne, je vais me rendre compte qu'elle est égale à 1 mégapascal dans les deux cas. Donc j'ai appliqué 1 mégapascal en haut, donc je vais le retrouver, ce 1 mégapascal qui va passer dans la section. Donc selon ce qu'on observe comme résultat, en fait le résultat est le même sur les deux calculs. Mais par contre, c'est vrai que si je cherche la contrainte maximale au niveau de mon nœud sur mon point, sur mon angle droit, j'ai une valeur qui est complètement différente. Alors maintenant, je vais vous présenter un deuxième modèle où on a rajouté le rayon. Donc le rayon est rajouté et on a deux types de maillage. Donc sur le maillage de gauche, on voit que on a beaucoup moins d'éléments et donc on a un manque de discrétisation. Donc j'ai pas encore parlé de discrétisation pour l'instant, mais dans ce résultat, vous voyez qu'en fait donc ça, la méthode des éléments finis, en fait, elle se base sur une discrétisation qui fait que on va passer d'un milieu qui, dans la réalité, est continu à un milieu discret. Donc discret, ça veut dire qu'il peut être compté. Et donc, on voit que le nombre d'éléments sur la gauche et le nombre d'éléments sur la droite, ici, sur mes deux vues, sont très différents. Et donc, la discrétisation de mon maillage de gauche génère localement certains sauts de contrainte. Donc on voit que quand on passe d'un élément à l'autre, il y a, une couleur, la couleur passe du rouge au orange directement à la frontière. Donc ça, c'est une discontinuité, on reviendra dessus plus tard, qui est liée à un manque à un manque de discrétisation. En fait, l'élément a des fonctions de forme qui lui permettent de représenter la variation de la contrainte
à l'intérieur de cet élément et ces fonctions ne sont pas suffisamment riches pour décrire le comportement dans cette zone-là. Donc, par exemple, sur la vue de droite, on voit qu'il y a une variation très importante des contraintes au niveau du rayon de raccordement. Et cette variation, elle n'est pas linéaire. Donc si typiquement vous mettez un élément quadrangle comme sur la gauche et que cet élément est censé représenter la cartographie de contrainte, eh bien il va y avoir une espèce de linéarisation qui va faire que cet élément ne sera pas suffisant pour représenter le résultat qu'on était censé avoir, celui qu'on a sur la droite. Donc au passage, vous voyez quand même que on a 2,2 mégapascales sur la droite et 2 sur la gauche, ce qui veut dire que la différence entre les deux se fait déjà moins sentir, beaucoup moins sentir que celle qu'on avait sur les comparaisons qu'on a fait sur le premier modèle. Donc le premier modèle, on avait un angle droit et là, on a rajouté la définition du rayon et donc sur ces deux maillages, on a une différence, certes, mais moins marquée que sur le modèle précédent. Maintenant, si je les remets tous ensemble, j'avais un premier qui me donnait 1,6 mégapascal, le deuxième 13, le troisième 2 et le dernier 2,2. Sachant que ici, ma référence, finalement, c'est le 2,2. Donc, est-ce qu'ils sont acceptables? En fait, tous ces modèles sont acceptables. On l'a vu quand on s'intéressait à la cartographie, quand on mettait à jour la légende des deux premiers, on s'est rendu compte qu'on avait des résultats quand même similaires à travers l'épaisseur. Et donc, ils fournissent un résultat bon partout, sauf sur le dernier élément. Donc, on reviendra dessus. En fait, sur les deux maillages de gauche, là, on a une singularité. En fait, on n'est pas capable de représenter, de calculer simplement en fait quelque chose de cette sorte avec un angle droit. C'est une représentation en fait qui n'est pas physique. Donc si vous venez continuer de mailler plus finement, vous allez continuer d'augmenter. Donc là on voit qu'on était à 13 MPa sur le deuxième, mais on pourrait continuer à grimper. Et finalement, quand on prend du recul à travers l'épaisseur, si on s'intéresse à la contrainte moyenne qui passe dans cette section, ils vont tous nous donner 1 mégapascal. Donc, il y a certaines grandeurs qui peuvent être extraites de ce modèle qui sont les mêmes quel que soit le maillage. Si on était dans le cas d'un dimensionnement, donc supposons ici que ce chargement, je multiplie par 100, donc j'avais 314 newtons et je passe à 31 400 newtons. Supposons également que ma limite admissible, qui pourrait être proche par exemple, qui pourrait être basée sur la limite d'élasticité, ma limite admissible est de 210 mégapascales. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je pourrais avoir comme conclusion par rapport à ces résultats que j'ai devant les yeux? Bien déjà, je pourrais conclure, si je faisais une confiance aveugle à ces valeurs, je pourrais conclure que pour le premier et pour le troisième, on a des contraintes qui sont inférieures à la limite d'élasticité ou à la limite admissible, on va dire. Il se trouve qu'en fait, dans la réalité, c'est faux, mais si on n'a pas maillé suffisamment finement, eh bien, on ne voit pas la valeur de 220, donc on reste à 160 et à 200, qui sont des valeurs qui ne sont pas convergées, c'est-à-dire que si je remaille plus finement, on voit que
je vais changer la valeur de ces contraintes. Donc finalement, je pourrais conclure que j'obtiens des contraintes inférieures à la limite admissible, alors que c'est juste mon maillage qui est insuffisant. Donc attention à avoir des fausses conclusions avec le premier et le troisième. Ensuite, si j'analyse le deuxième, là, je peux arriver à une conclusion catastrophique qui est que si je mets ce chargement, je dépasse la limite d'élasticité d'un facteur très important. Sauf qu'en fait, ce qu'on voit ici, c'est que on dépasse uniquement au niveau de la singularité. Donc, c'est très très local, alors que sur tout le reste de la section, en fait, on trouve les mêmes résultats que sur les autres maillages. Donc là, si j'ai ce résultat-là devant les yeux, je ne peux pas simplement analyser le 1300 mégapascal. Sinon, je vais conclure que ma pièce ne tient pas, alors que en fait, faut quand même pas oublier ici que j'ai appliqué 100 mégapascal. Puisque mon modèle initialement c'était 1 mégapascal, là j'ai multiplié par 100, donc je viens de prendre une barre et j'ai appliqué 100 mégapascal. Et j'ai une limite admissible de 210. Donc déjà, sans regarder les cartographies, normalement, on sait que si on s'intéresse à la tenue statique, là en fait on n'a pas du tout de risque pour la tenue. Donc le deuxième résultat peut me conduire à faire du coup aller augmenter des épaisseurs, des choses comme ça qui vont d'ailleurs pas forcément résoudre le problème et donc me fausser complètement mon analyse. La référence, c'est le quatrième ici que vous avez sur la droite avec une valeur qui est légèrement au-dessus de la limite admissible. Dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que sur une zone très faible, on dépasse localement la limite admissible. Donc là, la question à se poser, c'est la limite admissible, c'est par rapport à quelle grandeur? Donc par exemple, la limite admissible, est-ce que c'est par rapport à la contrainte moyenne dans la section? Si c'est le cas, j'ai que 100 mégapascal, donc j'ai encore beaucoup de marge. Si ce que je veux éviter, c'est par exemple une plasticité dans quelle que soit la zone, je ne veux pas du tout plastifier. Dans ce cas-là, quand je trouve 220 mégapascal sur la droite, je devrais dire non, là localement, il y a une petite plasticité, donc je n'en veux pas. Si ce que je veux, c'est plutôt vérifier la tenue mécanique, la tenue statique, et que ma limite est à 210, étant donné que j'ai une charge de 100 mégapascal, il n'y a aucun problème pour la tenue de cette structure. Maintenant, à partir du résultat que j'ai devant les yeux ici, comment je peux faire pour avoir cette information du 100 mégapascal? Là, il faut plutôt aller chercher en fait dans les logiciels aimant fini, aller faire des coupes ou des extractions de torseurs sur des coupes, sur des segments, des choses comme ça. Parce que la valeur, une fois qu'on a le modèle élément fini dans les mains, il est un peu difficile de remonter à la valeur de 100 mégapascal. Vous voyez ici que finalement, dans mes cartographies de couleurs, le 100 mégapascal, ce serait difficile de le retrouver, quoi. On va parler un peu du vocabulaire. Donc, la concentration de contraintes, parce qu'il y a des termes qui sont parfois employés et qui ne sont pas toujours bien choisis. Donc, on va parler de concentration de contraintes, on va parler de singularité, on va parler de discontinuité, et puis on va voir que toutes ces choses-là sont assez différentes. Du moins, il y a des définitions qu'on peut donner. Donc, la concentration de contraintes, première chose, elle est physique. Si on reprend l'exemple qu'on vient de regarder, sur la droite, il y a bien une concentration de contraintes, c'est-à-dire que je trouve 2,2 mégapascal, alors que la contrainte
dans ma barre est de 1 mégapascal. Donc localement, il y a effectivement une concentration de contrainte qui est liée au fait qu'il y a une variation de section et puis qu'il y a un rayon. Donc ça, c'est physique. Selon ce qu'on cherche à analyser, on peut ou pas en tenir compte. Donc, est-ce que ma concentration de contrainte, elle s'étend sur une zone assez importante ou pas? Et surtout, est-ce que le chargement est cyclé? Parce que donc quand on a une concentration de contraintes comme ça peut être propice à l'apparition de fissures, par exemple. Mais ce mode de défaillance va apparaître si le chargement est cyclé. Donc, selon la nature du chargement, sur le fait qu'il soit cyclé ou pas, ce type de concentration de contrainte va être plus ou moins critique. Donc, si on cherche juste, par exemple, à savoir la tenue statique, j'applique ce chargement une fois et je cherche à savoir si je vais avoir un risque de rupture statique. Dans ce cas-là, la concentration de contrainte, si elle est locale, va pas me poser de problème. Alors parfois, c'est un petit peu difficile à justifier dans un calcul et on est obligé d'aller faire des chemins de post-traitement à travers une épaisseur, par exemple, pour vérifier que à travers mon épaisseur, finalement, la contrainte moyenne ou contrainte de membrane et la contrainte de flexion dans mon épaisseur reste inférieure à certaines grandeurs. Donc voilà, possibilité de linéariser, possibilité aussi de revenir à des études de section. Donc si on sait le niveau de chargement qui passe dans une section, il est possible par des calculs analytiques d'analyser la tenue statique de cette section. Donc ça, c'est quand on se retrouve avec des niveaux de contraintes dans des zones concentrées qui dépassent par exemple les critères et que on a besoin de valider ce dimensionnement, on peut faire une analyse de type section ou d'épaisseur. Ensuite, un autre remède éventuellement pour la concentration de contraintes, ça peut être de passer par un calcul non linéaire avec un matériau élastoplastique. Parfois, en fait, donc si ce qui m'intéresse est juste de savoir qu'il n'y a pas de problème pour la tenue sous chargement statique, je mets un matériau élastoplastique, je sollicite ma pièce et je vais voir en fait que localement, effectivement, j'ai dépassé un peu la limite d'élasticité, mais ça m'a généré un taux de déformation très très faible qui fait que je peux, rien qu'avec ce résultat du taux de déformation par rapport à la limite admissible, conclure qu'il n'y a pas de risque pour la tenue mécanique. Donc, parfois, ça peut être assez pratique de faire ce type de calcul avec un matériau élastoplastique. Donc, juste avant, je vous ai parlé de concentration de contraintes qui était physique. Maintenant, je vous parle de discontinuité. Alors là, la discontinuité, c'est plus un fait observable. C'est que quand je vous présente les deux cartographies ici, dans les deux cas, en fait, on voit que d'un élément à l'autre, il y a une variation, un changement de couleur et donc il y a une discontinuité. La contrainte elle fait un saut. Et donc ça, c'est normalement en fait il n'y a pas physiquement, il n'y a pas il y a une variation continue de la contrainte. Donc ça, c'est quelque chose qui est purement numérique. Donc la discontinuité, c'est juste une observation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est affiner le maillage, donc ou alors aller faire des analyses plutôt qui ne prennent pas en compte ou qui permettent de s'affranchir de cette concentration en venant faire des analyses sur des segments ou des choses comme ça. Les causes sont un défaut de discrétisation ou alors une singularité.
Donc on l'a vu lorsque on avait modélisé un angle droit, on a créé une singularité et donc cette singularité, elle génère des sauts de contrainte. Et là, quel que soit le maillage, là en fait, il n'y aura pas de remède en affinant le maillage. Il faudra vraiment changer la géométrie pour venir renseigner la vraie géométrie qui est le rayon. Si on reste avec un angle droit, il y aura toujours une singularité, il y aura toujours un saut de contrainte. Ou alors, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut constater que si on se déplace suffisamment de quelques éléments et qu'on va voir un peu plus loin, en fait, les contraintes, quel que soit le maillage, ne vont plus évoluer à partir du deuxième, troisième élément. En fait, les contraintes sont déjà bonnes. Et donc, si on regarde les contraintes dans ces zones-là, on verra qu'on a déjà une bonne information. Donc, je parle ici de la singularité. Je viens d'en parler. Donc, j'étais en train de parler des sauts de contrainte, des discontinuités. Et donc, la singularité, elle est causée par les angles droits ou vifs sur la CAO. Donc là, dans ce cas-là, le seul moyen de s'en sortir, c'est de mailler le rayon, ou alors des chargements et des blocages. Donc si vous bloquez par exemple un nœud, ou si vous appliquez une force sur un nœud, ça revient à appliquer une force sur un point, donc une force sur une surface nulle. Et donc si vous essayez de remonter à une contrainte, vous allez voir que une force sur une surface nulle, ça fait une valeur divisée par 0, donc ça fait l'infini. Et donc localement, vous allez trouver des contraintes théoriquement infinies. Et donc ça va générer des singularités. Donc les singularités, c'est pas seulement au niveau des angles vifs, mais c'est aussi au niveau des blocages et des chargements non physiques, on va dire. Donc là, la solution, ça peut être d'essayer de représenter de manière plus physique les blocages ou les chargements. Donc le maillage, plus vous allez mailler finement, plus vous allez normalement converger vers une valeur fixe. Ce qui est important, c'est que dans une analyse, si on parle d'une note de calcul, l'analyse ne dépend pas du maillage. Donc l'analyse, c'est ce qui se passe généralement en fin de rapport, où avant cela, on a présenté les résultats, donc les niveaux de contraintes, et ensuite, on compare ces contraintes à des critères. Et ces critères vont nous dire si on passe tel ou tel critère, telle ou telle limite. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'avoir en fin de rapport, par exemple, un tableau de synthèse où on a la contrainte, donc zone par zone, la contrainte calculée, la contrainte admissible, et puis une conclusion. Cette analyse qu'on a dans notre rapport, elle ne doit pas dépendre du maillage. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude de convergence au maillage. Donc à pas confondre avec un calcul qui ne converge pas. Quand on dit qu'un calcul ne converge pas parce qu'il a planté, c'est généralement plutôt lié à des calculs non linéaires qui sont mal conduits et pour lesquels on n'arrive pas à trouver une solution. Donc on dit parfois qu'ils ne convergent pas. Ici, là, on ne parle pas du tout de ça. On parle d'études de convergence du maillage. Donc un maillage plus fin va nous donner des résultats plus précis. Donc, on remaille. Là, on a donné plusieurs types de maillage. On maille de plus en plus fin et on va converger vers une valeur. En termes de grandeur qu'on regarde, ce qu'on verra généralement, c'est que on converge assez rapidement en déplacement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un maillage très très fin pour avoir des déplacements qui restent converger, qui nous donnent les mêmes résultats. Par contre, au niveau de l'analyse de contraintes, souvent, il va falloir aller mailler vraiment
donc plus finement dans certaines zones pour arriver à ne plus être dépendant du maillage. Et là, on voit que, par exemple, entre le maillage 4 et le maillage 5, on a exactement les mêmes résultats, donc c'est pas la peine d'aller mailler plus finement. Si on est en train de regarder, par exemple, la valeur de la contrainte qui est ici de 2,2, tant qu'on n'a pas atteint cette valeur de 2,2, ça veut dire que nos résultats sont pas convergés. Alors attention, on l'a vu sur le premier modèle où on avait une singularité parce qu'on avait un angle droit. Si je remaille plus finement, je vais avoir une contrainte qui va tendre vers l'infini. Et donc, j'arriverai pas à faire une étude de convergence. Donc, l'étude de convergence, ça se fait sur une grandeur d'analyse qui est une grandeur physique, réelle, qui a du sens. Donc, la singularité, étant donné que c'est une contrainte qui n'a pas de sens physique, il ne faut pas aller faire une étude de convergence sur une zone avec une singularité. Donc il faut éventuellement aller regarder un petit peu plus loin, ou alors regarder ou alors détailler la géométrie et analyser un résultat physique. Ensuite, ce qu'on présente ici, c'est le fait que l'étude de convergence, c'est pas forcément la valeur maximale de la contrainte dans mon modèle. Surtout pas même. C'est plutôt une étude de convergence sur mon tableau d'analyse en fin de rapport. J'ai dit que j'avais un coefficient de sécurité de temps dans telle zone, de temps dans telle zone, de temps dans telle zone. Ça doit converger. Et donc, par exemple, si je suis en train d'analyser les contraintes dans ma section, ce que je verrai, c'est que le chargement de 1 mégapascal que j'ai appliqué, probablement qu'avec un maillage tel que celui qu'on a au maillage 2, là, on a déjà une très bonne représentation en fait de la contrainte moyenne dans la section. Donc en fait, ce maillage-là, s'il s'agissait de calculer la contrainte moyenne, serait suffisant. Donc on parle ici rapidement du type d'éléments. Donc il y a certains éléments qui seront bien meilleurs pour représenter des variations de contraintes à l'intérieur des éléments. Donc par exemple, des éléments tétraèdres à 4 nœuds, tétra 4 ou triangle 3 nœuds, vont avoir plutôt une seule valeur de contrainte par élément. Donc on va même pas avoir de variation de contrainte à l'intérieur. Donc ces éléments-là seront plutôt à bannir pour de l'analyse de contraintes. Par contre, donc plus on va avoir de nœuds dans notre élément, donc sur la droite du tableau, vous avez les éléments quadratiques, donc qui, eux, ont une représentation, donc des fonctions de forme sur les déplacements qui sont des polynômes d'ordre 2. Et donc les déformations et les contraintes seront-elles d'ordre 1, et donc on aura une représentation linéaire de la contrainte, et déjà on pourra avoir des choses beaucoup mieux. Donc globalement, pour une analyse de contraintes, il vaut mieux plutôt utiliser des éléments quadratiques, ou alors si on est sur des éléments de type linéaire, plutôt avoir des quadrangles ou des hexaèdres. Et après, tout ça, c'est quand même très dépendant du logiciel aussi. Si on ne veut pas trop aller dans la documentation du logiciel, si on ne veut pas trop se poser ces questions des fonctions de forme, ce que je vous invite à faire, c'est ce qu'on vient de présenter juste avant, qui sont des études de convergence. Donc, quel que soit le type, sauf si vous prenez des triangles à 3 nœuds ou des tétraèdres à 4 nœuds, tous les autres, si vous maillez suffisamment finement, vous allez trouver le même résultat. Donc, on fait une étude de convergence et comme ça, on ne prend pas forcément la tête avec le choix de tel ou tel élément. Parce que là, je vous en ai mis que quelques-uns, mais à l'intérieur des logiciels, vous avez beaucoup de choix possibles. Une astuce, au niveau des éléments, les contraintes sont calculées au point d'intégration qui sont donc les petites croix vertes ici sur la vue sur la droite là. Les points d'intégration sont situés à l'intérieur des éléments et donc c'est là que sont calculées les contraintes. Et à partir de ça, il y a une extrapolation à l'intérieur d'éléments. Ce qui fait que pour avoir des résultats précis au niveau d'une peau,
au niveau de la surface. C'est parfois, ça demande beaucoup de remaillage. Donc, ce qu'on fait parfois, c'est que sur un modèle volumique, on vient rajouter sur les faces extérieures des éléments de type membrane. Et donc, ces éléments de membrane, on va les prendre très très fins pour pas qu'ils rajoutent de rigidité à notre modèle, et on viendra analyser les contraintes dessus. Et l'avantage, c'est que du coup, eux ont des points d'intégration qui sont sur la surface qu'on souhaite étudier. Et donc, quand on fait ça, si par exemple on s'intéresse à la contrainte en peau pour faire une analyse à la fatigue, on va converger plus rapidement vers des résultats. Et donc, on rajoute des éléments finalement, mais on va pouvoir faire une étude de convergence qui va converger beaucoup plus rapidement vers des résultats. Maintenant, contrainte moyennée au nœud par opposition à contrainte non moyennée dans les éléments. Donc déjà, chose qu'on dit beaucoup dans la formation, c'est que les contraintes sont calculées au point d'intégration des éléments, puis elles sont extrapolées au nœud. Et du coup, c'est assez intéressant puisque ça nous permet éventuellement de voir des discontinuités. Donc, on a parlé tout à l'heure de discontinuité. Et donc, une discontinuité, c'est deux éléments qui sont voisins et on a extrapolé à l'intérieur de ces éléments et on a vu que on n'était pas continu. Donc déjà, ça nous donne une information sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien et qu'on ne représente pas forcément la réalité. Le problème, c'est que les logiciels, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils moyennent aux nœuds. Donc, ils font une moyenne pondérée au niveau de chacun des nœuds et après, ils font un lissage global. Le problème, c'est que quand on fait ce lissage, on ne voit pas forcément les sauts de contrainte entre les éléments. Et donc, je vous ai parlé de discontinuité qui vous permettait de voir, de sentir si votre maillage était plutôt bon. Mais si vous avez affiché vos contraintes moyennées au nœud, vous n'allez pas voir ces discontinuités. Et donc, ça va vous gommer les singularités. Donc ça, éventuellement, ça peut être intéressant, mais ça va aussi vous gommer éventuellement des maillages qui ne seraient pas suffisants dans des zones où il y a des concentrations de contraintes. Donc attention à ça, nous ce qu'on recommande, c'est plutôt de regarder les contraintes dans les éléments, et donc nos moyennés, plutôt que au nœud, ce qu'on appelle plutôt une représentation moyennée au lycée. Et donc en général, les logiciels ont tendance à afficher les contraintes moyennées au nœud. Donc selon le logiciel, ça change un petit peu, mais globalement, c'est plutôt ça. Voilà, donc pour aller plus loin, nous on a des formations. Donc ici, on vous en a mis quelques-unes. Donc déjà, on a des formations sur les bases, donc bases de mécanique, résistance des matériaux. Donc on a deux niveaux. Ensuite, on a la formation que je donne qui est EF01 sur l'initiation au calcul de structure par élément fini. Ensuite, d'autres formations, donc par exemple plus orientées fatigue, ou la L17 qui est l'analyse des contraintes selon le CODAP, donc qui permet de parler de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce qui est par exemple linéarisation des contraintes, décomposition des contraintes pour savoir ce qui est de la contrainte de membrane, de la contrainte de flexion, etc. Voilà. Et donc ensuite, tout ce qu'on peut proposer au setting que vous retrouverez aussi sur notre site internet, et des références que vous pourrez trouver dans la mécathèque du setting. Voilà. Donc je passe sur la dernière diapo pour vous dire merci de votre attention, et puis on va passer à la séance de questions-réponses. Et en parlant de questions-réponses, donc en partie basse, vous avez une adresse qui est sqr@setim.fr. SQR, c'est service questions-réponses. Donc si vous avez des questions, on passe seulement sur ce que je viens de présenter, mais d'une manière plus générale, vous adressez des questions à cette adresse-là et le CETIM vous répondra. Donc, soit en vous formulant une réponse à votre question si c'est pas trop compliqué, ou alors en vous proposant une prestation, un accompagnement, etc. Voilà, je vous remercie.
Merci pour cette présentation. Donc, on va passer aux questions. Je rappelle que vous pouvez les poser dans le chat. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées lorsque vous présentiez la diapo 18. La première, dans le maillage grossier du congé, on voit que les contraintes sont non moyennées. Est-ce le cas sur le maillage fin du congé? Alors, c'est une très bonne question. Alors la 18, pardon, je vais revenir dessus. Ok, donc on parle des deux vues qui sont sur la droite et la question est ici sur le 200 MPa par exemple, j'ai des sauts de contraintes, je suis non moyenné, j'affiche des contraintes à l'intérieur de mes éléments. Est-ce que sur la vue de droite, je suis non moyenné? Et la réponse est oui. Et une autre réponse, ce serait de vous dire qu'en fait, si je moyenne ici les résultats, si je moyenne au nœud, je vais trouver exactement le même résultat. Donc ça, c'est intéressant, c'est que si votre maillage est convergé, si vous avez un bon maillage, en fait, afficher les contraintes aux nœuds ou aux éléments va vous donner exactement les mêmes résultats. D'accord, merci. Et la question suivante, qui est à peu près au même moment, posée au même moment, avec un modèle qui présente une singularité, est-il possible de comparer les résultats entre deux modèles avec un maillage identique de manière relative? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Pardon. Alors, avec un modèle qui présente une singularité, est-il possible de comparer les résultats entre deux modèles avec un maillage identique de manière relative? Alors, si on a deux maillages différents, on peut comparer les cartographies comme j'avais fait là. Et sinon, avec un maillage identique, je ne comprends pas la question en fait, pardon. Parce que Peut-être que la personne qui l'a posée peut la reformuler. Je la reposerai. Sinon, on va passer donc à la question suivante et on reviendra sur celle-là si la personne change la formulation. Avec des lois élastoplastiques, quelle est la valeur du critère de déformation maximale qu'on peut utiliser pour affirmer qu'il n'y a pas de problème? Le volume ou la surface qui a plastifié n'est-il pas également important? Oui, alors bah, tout à fait. Il y a une grosse différence entre plastifier, donc par exemple si j'ai toute ma section qui plastifie ou si j'ai qu'une seule zone qui est plastifiée, je pourrais pas vous donner une grandeur comme ça. Déjà en niveau de l'allongement, on a des choses dans les normes, donc on sait déjà que si l'allongement est à 20% et puis que notre concentration de contraintes nous génère des contraintes qui sont locales et qui sont inférieures à 1 mégapascal, chose pardon, à 1% de déformation plastique. On a déjà beaucoup de cas où en fait simplement le fait d'avoir rajouté cette information, déformation plastique, si je suis à 1%, alors que je peux aller à 20 et que en plus je suis dans une zone qui est une zone de concentration de contraintes, ça peut me résoudre beaucoup de problèmes quand cette déformation plastique, elle est acceptable. Voilà. Après, si vous voulez savoir par rapport à la limite d'élasticité, par exemple, jusqu'à combien je peux aller sur un comportement, sur une contrainte moyenne ou sur une contrainte moyenne plus éventuellement une flexion, là, il faut aller regarder dans des codes, voilà. Donc typiquement la formation là, sur on analyse suivant le CODAP, là ça peut être intéressant d'aller chercher dans des codes comme le CODAP, la SME éventuellement. D'accord, merci. Une autre question. Quel ratio conseillez-vous d'appliquer entre le maillage volumique et le maillage de peau?
Le ratio, au niveau de l'épaisseur, par exemple, de la peau, bon ça, j'ai pas forcément d'épaisseur à donner, mais si vous mettez une épaisseur de 1 micron par exemple et que votre épaisseur réelle fait plusieurs millimètres, en fait la valeur du 1 micron, elle va pas du tout influencer votre raideur. Et donc j'ai envie de dire, si vous mettez 2 microns, bah, du coup, vous allez trouver le même résultat. Et c'est un peu lié à ce dont on parlait sur l'étude de convergence, c'est que on fait un modèle, on change des paramètres et puis on vérifie qu'ils n'ont pas d'impact sur nos conclusions, quoi. Donc, essayez plusieurs valeurs éventuellement si vous avez des doutes. Et puis, si quelle que soit la valeur, ça ne change pas votre résultat, c'est que c'est un paramètre qui est pas forcément important. Donc bien sûr, si vous mettez des épaisseurs trop importantes sur les membranes, vous allez rigidifier artificiellement votre structure. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc allez plutôt sur des ordres de grandeur inférieurs par rapport aux épaisseurs de votre pièce. Ok, une autre question. L'affichage de la contrainte sous forme de différence nodale ne permet-elle pas de s'affranchir de l'étude de convergence du maillage? Pas du tout. Alors très bonne question. Vous pouvez très bien avoir afficher vos résultats moyennés au nœud et affichés dans les éléments et avoir la même cartographie, mais les deux résultats peuvent être faux. Donc je vais prendre un exemple. Vous pouvez faire un cas sur plaque, sur une plaque trouée et sur le bord du trou, si vous avez des beaux quadrangles bien positionnés, eh bien, vous allez voir qu'il n'y a pas de saut de contrainte. Mais malgré tout, le quadrangle, s'il est trop grand, il n'est pas suffisant pour représenter vraiment la variation de contrainte. Et donc, il faudrait le même maillage, mais en plus fin. Et donc, on ne peut pas s'affranchir. En fait, il n'y a pas de, il y a pas de possibilité de s'affranchir de cette étude de convergence. Et je vous dis même, les études de convergence, moi, si je suis en train de regarder vraiment une concentration de contraintes comme ça en pot avec une variation, un rayon ou quelque chose comme ça, je ne peux pas passer à côté, quoi. Je suis obligé de faire une étude de convergence. Ok, une autre question. Avez-vous des conseils, astuces dans les cas de modélisation coque et d'assemblage soudé? Il précise entre parenthèses cas de blocage sur un nœud, une ligne. C'est un sujet vaste. Donc sur des assemblages soudés, déjà ce que je vous dirais, c'est que il faut distinguer l'assemblage soudé si on étudie le comportement statique, donc la rupture statique du cordon, auquel cas ce qui pourrait être bien, c'est d'arriver à savoir quels sont les efforts qui passent dans un cordon et puis faire un calcul analytique à côté, par exemple, ou alors déjà regarder quelle est l'épaisseur du cordon par rapport à l'épaisseur de vos pièces. Parfois, ça peut permettre simplement d'analyser uniquement les épaisseurs de vos pièces plutôt que d'aller modéliser le cordon. Après, si vous faites par contre une analyse à la fatigue, là, ça devient un peu plus, enfin, ça demande un peu plus de modélisation puisqu'il faut aller chercher, il faut avoir une idée un peu du gradient de contrainte dans cette zone-là. Et donc, vous pouvez utiliser des méthodes. Donc, je vous dirais d'aller regarder du côté de la méthode du point chaud, par exemple. Après, il y a d'autres possibilités qui sont d'aller représenter le cordon d'une manière plus réaliste, même si dans la vraie réalité, pour le coup, elle est un peu difficile à. Voilà, donc on peut modéliser le cordon, mais donc là, il y a une méthode qui s'appelle, je l'ai en anglais, c'est Notch stress. Donc, c'est de la méthode de la concentration de contrainte, en fait, où on va venir mailler des petits rayons pour éviter d'avoir des singularités au niveau de notre représentation du cordon. Il n'y a pas une méthode qui est infaillible pour les études. Là, j'ai pas la référence sous les yeux, mais dans la mécatech, en fait, on a un rapport sur lequel on a travaillé. Donc, c'était
Mohamed Benebache, il me semble, qui avait fait ce rapport où on a comparé différents types de modélisation de soudure. Voilà. Donc, je vous dirais, si vous êtes sur de la tenue statique, essayez plutôt de faire une analyse analytique. Pour cela, il faut arriver à savoir quel est l'effort qui passe dans le cordon. Ou alors, dans une zone, dans la zone la plus critique, éventuellement faire un modèle un peu plus raffiné. Et puis, sinon, si vous êtes sur de l'analyse à la fatigue, méthode du point chaud, méthode du notch stress. Et puis après, en fait, tout dépend un peu du type de géométrie que vous avez à assembler. Donc, après, c'est compliqué. Il n'y a pas une méthode infaillible. C'est un vaste sujet. Une autre question, quel est le critère de convergence de contraintes que vous recommandez? 2%, 5%, 10%? J'ai pas forcément de recommandations là-dessus. En fait, ce que ça veut dire, c'est la question là, c'est quel est qu'est-ce que je considère comme acceptable comme erreur dans mon calcul, quoi. Donc je vous renverrai la question, quoi. Je, je pourrais vous dire 0, quoi. Mais voilà. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, nos modèles sont faits avec des hypothèses et que il faut quand même avoir un certain recul sur la précision de nos calculs. Donc, c'est pas forcément la peine d'aller en dessous de 2% parce que de toute façon, le choix sur les conditions limites, le choix sur les chargements font que on aura de toute façon des différences entre la réalité et puis celle qu'on modélise. Alors, une autre question, une arête est-elle forcément une zone singulière? Alors, si elle est rentrante comme ce qu'on a sous les yeux là, un angle comme ça va forcément générer une singularité, il me semble. Alors après, ça peut dépendre de l'état de contrainte, mais je pense que oui. Après, si oui, je dirais qu'il va forcément y avoir, si on s'intéresse aux contraintes dans cette zone-là, oui, si c'est un angle comme celui-ci, il y aura toujours une singularité, oui. Après, parfois, enfin, si c'est dans une zone où il y a très peu de contraintes, finalement, même s'il y a une singularité, on la voit pas parce génère pas de contraintes importantes, quoi. Alors après, on a un commentaire suivi d'une question qui est très longue, donc je vous la transmettrai, vous l'aurez. Je pose juste la question, pourquoi dans votre cas ne pas utiliser des abacs du septième pour éviter la contrainte dans le congé? Bon, là, volontairement, j'utilise un exemple très simple qui pourrait très bien être calculé avec des abacs, effectivement. Mais dans la réalité, on n'a pas toujours une barre avec un rayon comme ça sur lequel on peut tirer, quoi. Donc là, éventuellement, ce que j'aurais pu faire, c'est utiliser une abac du CETIM qui nous donne le coefficient de concentration de contrainte dans cette zone-là. Et il n'y avait pas du tout de calcul élément fini à faire. Mais mon objectif dans le cadre de cette présentation n'était pas de calculer vraiment la contrainte sur ce cas présent, mais plutôt d'expliquer ce qu'est une concentration de contrainte, une singularité, etc. Ok, alors la question suivante, elle se réfère à la diapo 31. Concrètement, comment fait-on dans un logiciel pour greffer un élément de surface sur un élément 3D pour vérifier les contraintes? Quel outil utiliser? Oui. Alors, je vais être clair, je pense que sur certains outils, c'est pas faisable. Ce qu'il faut vérifier, c'est que c'est qu'on arrive bien à mettre des éléments de membrane qui auront leur nœud
qui seront confondus avec les éléments hexaédriques ou tétraédriques qui seront en dessous. Donc ça, c'est ce qu'il faut vérifier. Après, selon le logiciel, enfin, bon, je sais pas, par exemple, dans Abacus, dans ANSYS, on peut tout à fait faire ça. Donc après, au terme de, on peut parler de skin, je pense parfois. J'ai pas forcément là tous les vocabulaires qui me reviennent, mais sur des logiciels vraiment de calcul de structure par élément fini, ça va pas poser de problème. Bah, il faut peut-être contacter l'éditeur là pour savoir si vous n'arrivez pas à le faire, mais je pense que ça peut se faire. Après, typiquement sur des outils qui sont greffés dans des outils de CAO, je pense que c'est peut-être pas faisable. Ok, la question suivante. Lors d'une modélisation en peau moyenne d'une structure mécano-soudée, comment gérer les singularités? Échelle logarithmique ou ignorer les points d'interaction entre les surfaces créant ces singularités ou autres? Je pense que là, au niveau de... Alors déjà, il n'y aura pas forcément autant de singularités si on est sur un modèle coq. Il n'y a pas forcément autant de singularités, mais ce qui peut être intéressant, c'est par exemple avec la méthode du point chaud d'aller regarder à une certaine distance de la singularité, et ensuite on va faire une linéarisation et on pourra faire des analyses en fatigue. Après, j'ai pas, enfin, je pense que la question elle est un peu complexe. Je peux pas répondre comme ça simplement. Je vais m'en tenir à cette réponse-là. Ok, la question suivante. Est-ce qu'une déformation plastique locale est toujours liée à une singularité? Non, enfin, elle peut être liée à une concentration de contrainte. Et du coup, la concentration de contrainte génère localement de la plasticité, par exemple. Donc, dans la question, c'était si la plastification est locale. Donc, si elle est locale, ça peut être le fait d'une singularité, ça peut être aussi le fait d'une concentration de contrainte. Après, si elle est étendue, bah, là, ça peut être simplement le chargement sur une section qui est trop grand. Une autre question. Vous avez parlé de linéarisation de contraintes. Pourriez-vous expliquer plus précisément ce que c'est? Membrane PIC, à Oui, quoi correspondent ces données et comment sont-elles calculées? ok. Je vous dirais peut-être d'aller sur la formation d'analyse des contraintes suivant CODAP, là, éventuellement. Après, sinon, ce qu'il faut faire dans le logiciel, c'est en fait tracer un segment entre deux points à travers l'épaisseur. Et puis, ce qu'on va venir faire, c'est que sur ce chemin, on va venir extraire les composantes de contrainte et composante par composante. Donc, attention à ne pas faire forcément ça à la main, vaut mieux le confier au logiciel. Donc, il faut composante par composante linéariser à travers l'épaisseur. Et ensuite, si on veut recalculer un critère, il faut le faire après avoir fait ces linéarisations. On fait les linéarisations sur les composantes par composante et ensuite on recalcule un critère. Et ce qu'on va voir, c'est que donc si par exemple à travers l'épaisseur on a linéarisé, la valeur qui est au milieu de ce segment, ça sera la contrainte de membrane, par exemple, la contrainte moyenne. Ensuite, la pente, les valeurs extrêmes vont nous donner les contraintes de membrane associées à de la membrane plus flexion ou membrane moins flexion, donc sur les deux extrémités de notre segment. Et puis après, finalement, la différence entre cette contrainte linéarisée et puis la contrainte qu'on a sur le modèle, ça serait plutôt la contrainte PIC qu'on vient gommer quand on fait la linéarisation. Alors, pour la question suivante, je vais sûrement mal prononcer le nom de la contrainte. Dans une analyse, quelle est la contrainte analysée? La contrainte de von Mises ou la contrainte Ouais. principale?
Von Mises. Donc, tout dépend. En fait, von Mises, c'est pour savoir si on passe du domaine élastique au domaine plastique. Donc, c'est un critère qui permet de décrire s'il y a plastification. Donc, si vous cherchez à savoir si ce qui vous intéresse dans votre dimensionnement, c'est de savoir si vous plastifiez, vous regardez la contrainte de von Mises. Ensuite, si par contre vous faites une analyse à la fatigue, là, il faudrait peut-être regarder plutôt les contraintes principales maximales, mais aussi les contraintes principales minimales. Parce que donc sur une analyse à la fatigue, il faut savoir, il faut connaître l'amplitude de la contrainte. Donc ça, on passe par un maximum, mais on passe aussi par un minimum. Donc c'est un peu plus compliqué. Et je vous dirais des contraintes principales maximales, sauf si vous êtes sur un matériau qui ne va pas plastifier, parce que donc von Mises est adapté pour des matériaux tels que des matériaux métalliques qui ont qui ont une certaine ductilité et qui vont plastifier. Si vous avez un matériau qui ne plastifie pas, dans ce cas-là, c'est pas forcément pertinent d'aller regarder von Mises, et vous pourriez éventuellement regarder les contraintes principales maximales, mais dans ce cas-là, il faudrait aussi regarder les contraintes principales minimales. Ok, merci. Alors, j'arrive pour l'instant à la dernière question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser, hein, tant que normalement, il y a encore un petit quart d'heure de session questions-réponses, donc vous pouvez les poser dans le chat. Est-ce qu'on peut dire que la méthode XFEM peut remédier à la problématique de convergence de maillage? Je ne sais pas répondre à cette question. Désolé, je ne vais pas vous inventer une réponse. Là, j'ai des collègues qui connaissent la méthode, mais personnellement, je ne sais pas répondre. Ok, alors il y a une autre question qui est arrivée. Peut-on ne pas analyser les mailles où se présente une singularité? Alors, oui, sous réserve qu'il n'y ait pas de risque pour les sections aux alentours. C'est-à-dire que si cette singularité elle est sur une zone où il peut y avoir un risque pour la section, dans ce cas-là, il faudrait quand même regarder que la section va tenir. Éventuellement, on peut faire fi de ces zones-là si, par exemple, c'est au niveau des appuis de certaines poutres ou quoi, et que dans ces zones-là, on aurait plutôt intérêt à aller faire une analyse analytique de matage ou je ne sais quoi. Il n'y a pas forcément de contraintes dans les sections. Dans ce cas-là, éventuellement, on peut cacher et puis on peut s'en. Moi, j'ai tendance de toute façon à le mettre dans mon rapport de calcul, c'est-à-dire que la singularité est là, je vais expliquer pourquoi elle n'est pas dangereuse, quoi, plutôt que de la sortir de mon analyse, je préfère mettre les valeurs et puis expliquer que dans cette zone-là, ma contrainte, en fait, elle n'est pas physique parce que c'est une singularité. J'explique pourquoi et j'explique éventuellement si j'ai un risque pour ma section. Alors, il y a une dernière question qui est arrivée. Est-ce qu'il y a des méthodes de maillage, exemple taille d'élément égale épaisseur de tôle, pour éviter les singularités? Alors je dirais, oui, si vous maillez avec un maillage suffisamment gros entre guillemets, ça va les gommer les singularités. Mais ça ne veut pas dire que ça veut dire que vous n'allez pas les voir, les singularités. Et ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. C'est-à-dire que il faut être conscient quand même que en mettant un maillage plus grossier, avec des tailles de mailles plus grandes, dans cette zone-là, si vous remaillez, vous allez voir apparaître ces singularités. Donc, dans ce cas-là, vous prenez un maillage pour ne pas les voir. Et ce que je vous recommanderais quand même, c'est que si vous êtes sur des angles droits, c'est d'aller regarder un petit peu plus loin. Surtout, pas faire ça si vous avez un chargement qui est cyclé, quoi, parce que en fait, il y a des choses que vous n'allez pas voir dans votre modèle. Donc, c'est tout à fait acceptable. Vous avez un modèle qui vous donnera certains résultats, mais votre modèle ne vous permettra pas d'analyser cette zone-là.
Donc si vous le faites en connaissance de cause, pourquoi pas. Donc j'ai pas de taille. Après, ce que je pourrais vous dire déjà, c'est que si vous maillez à travers une épaisseur, par exemple, avec un modèle volumique, il faudrait déjà avoir des éléments quadratiques et puis à minima 2 ou 3 dans l'épaisseur si vous voulez pouvoir faire une linéarisation. Ça, c'est le mini. Et il y aura forcément des singularités qui vont apparaître, quoi. Enfin, sauf si dans le modèle il y a aucune, enfin il y a aucun angle vif, etc. Bien sûr, mais sinon les singularités vont apparaître. Ok, on a encore eu une question. Est-ce fiable de mélanger un modèle surfacique et volumique? Cela provoque-t-il des suites singularités? D'une manière générale, je préfère éviter les modèles où il y a trop de types d'éléments différents. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la zone où vous allez assembler le modèle volumique avec le modèle surfacique, il ne faudra pas regarder les contraintes dans cette zone-là. Pour moi, enfin, c'est forcément des méthodes. Enfin, la méthode des éléments finis, les mailles volumiques, les mailles surfaciques, on sait comment elles fonctionnent. C'est décrit depuis de nombreuses années. Dès l'instant où vous utilisez des assemblages entre des topologies différentes, vous vous reposez sur la compétence de votre éditeur. Et donc, les résultats que vous allez obtenir seront liés à la façon dont ils ont géré le collage entre telle et telle topologie. Donc, dans cette zone-là, je dirais, regardez pas les contraintes dans les zones où vous avez des assemblages. Et du coup, mettez vos assemblages dans des zones, enfin, si votre objectif c'est juste de faire un modèle mixte, mettez l'assemblage dans une zone qui n'est pas une vraie zone d'assemblage physique, quoi. Très bien, alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées, donc à part s'il y en a dans les prochaines secondes qui arrivent, on va conclure. Donc pour ceux qui ont posé la question, le replay sera disponible très bientôt sur la chaîne YouTube de Technique de l'ingénieur, donc normalement d'ici 2 jours maximum. Et si vous avez une question particulière ou si vous voulez prendre contact avec le CETIM, vous pouvez envoyer vos questions ou vos demandes à l'adresse mail donc, qui était indiquée sur la dernière diapositive qui va être mise. Ouais. Je vais la remettre, celle-ci, voilà. Et voilà, donc sqr@cetim.fr, il y a aussi un numéro de téléphone auquel vous pouvez les joindre. Et donc, ce sera transféré ensuite au CETIM, aux personnes qui sont les plus pertinentes pour répondre. Donc, je pense notamment, il y a une question à laquelle on n'a pas pu répondre. Peut-être que quelqu'un d'autre au CETIM peut y répondre. Donc, vous pouvez la poser sur cette adresse mail-là. Elle sera transférée. Donc, alors, je vérifie s'il y a eu des questions. Donc, pour ceux qui demandent si la présentation sera disponible, donc elle n'est pas envoyée automatiquement. Si vous voulez le PowerPoint, il faut le demander au CETIM, donc à cette adresse mail-là. Et eux, ils pourront vous l'envoyer donc au cas par cas pour ceux qui la souhaitent, je pense. Oui. Donc, on va conclure. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin du webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour y répondre. Voilà. Au revoir. Au revoir, je vous remercie.